Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, le prix du sucre pourrait encore augmenter. L'UNACOIS suggère un réajustement du système de taxation car la courbe de l'inflation reste croissante sur le plan international. Les détails dans cette édition. Ngor réclame la lumière sur la mort de Hadi Diallo. Le collectif Ngor Debout demande également la libération des Ngorois arrêtés lors des manifestations. 23 morts depuis mars 2021, zéro enquête, un décompte de Amnesty International. L'ONG dénonce un sentiment d'impunité au Sénégal. Et puis Yewwi Askan Wi annonce une marche de protestation le 26 mai prochain. Une grande mobilisation pour dire non à l'éventuelle candidature du président Macky Sall. Initialement prévue le 19, la marche a été décalée d'une semaine. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le prix du sucre pourrait connaître une hausse. Le contexte inflationniste ne faiblit pas sur le plan international. L'Union nationale des commerçants et industriels lance cette alerte. L'UNACOIS souhaite par conséquent un réajustement du système de taxation. Alerter sur le coût du sucre. Le marché du sucre sur le plan international a connu des tensions phénoménal. Le cours des devises n'a toujours pas fléchi. La courbe est toujours croissante. Donc le contexte qui a prévalu à la baisse des denrées essentielles, du prix des denrées essentielles, est toujours de mise. On est toujours dans le même contexte. Donc pour nous, il est important, dans cette période d'importation, que si l'État et plus particulièrement le ministère des Finances ne réajuste pas son système de taxation, il peut y avoir encore d'autres perturbations sur le prix du sucre. Et c'est ce que nous voulons éviter. Le dispositif sécuritaire devant les grandes surfaces doit être élargi au marché traditionnel. L'UNACOIS, l'Union des commerçants et industriels du Sénégal, se signale aux autorités. Les commerçants traditionnels se disent aussi victimes du rouleau destructeur des manifestants. L'UNACOIS lance un appel à la paix et à la sérénité sociale. Compte rendu de la conférence de presse, Fatou Bintou Conté et Mohamed Dieng. Même les commerçants regroupés autour de l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. UNACOIS, des troubles que vit le pays. Ainsi, l'UNACOIS lance un appel à la paix et appelle les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité. L'UNACOIS porte sa voix pour lancer un appel à la paix et la stabilité, ça va se comprendre, qui va à la direction de la classe politique pour les appeler à la paix, à la sérénité et à la stabilité sociale, les appeler également pour qu'ils renouent le dialogue afin que notre pays soit préservé justement des soubresauts que nous connaissons un peu partout autour de nous. Face à la presse ce mercredi, ces commerçants risquent de voir leurs fournisseurs et leurs partenaires financiers leur tourner le dos. C'est important aussi qu'on renseigne sur les risques de dérèglement auxquels nous sommes confrontés dans nos relations avec nos différents partenaires. D'abord, nos partenaires financiers, le secteur bancaire. C'est la relation de confiance très forte qui nous lie à nos amis et partenaires fournisseurs de l'étranger. Ils ne peuvent pas appréhender, tout comme nous qui vivons de l'intérieur, l'image que renvoie notre pays à l'étranger. Les saccages de certaines stations-service, des magasins et certaines boutiques, l'UNACOIS s'indigne et demande à ce que les commerçants bénéficient d'un dispositif sécuritaire dans les marchés. Tant que le dispositif de sécurité qui est en train de se mettre en place autour des grandes surfaces, autour des stations de service, soit élargi au marché traditionnel. Les commerçants appellent à plus de sérénité dans le pays pour ne pas créer de pénurie de denrées de première nécessité.
La famille de Pape Amadou Diagne rejette la thèse de la mort par arme blanche avancée vous le savez, par le ministère de l'Intérieur. Pape Amadou Keïta, c'est l'adolescent âgé de 14 ans, décédé lundi dernier à Keur Maïfa lors d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diop et Amadou Sey. Pape Amadou Keïta aurait succombé des suites d'une blessure à l'arme blanche, selon le communiqué du ministère de l'Intérieur, une thèse démentie par ses proches. On m'a appelé et j'ai trouvé mon fils sans vie. J'ai voulu découvrir la cause de son décès. Ils lui ont tiré une balle sur la poitrine. Regardez, n'est-ce pas ça, c'est une balle réelle. Ceux qui étaient là-bas nous ont confirmé que les gendarmes tiraient des balles réelles. On a trouvé la balle là-bas, un des témoins m'a appelé et me l'a donné. Pour eux, le ministre a réagi très tôt avant même les résultats de l'autopsie. Un enfant de 14 ans est l'espoir de toute une famille et on le retrouve mort sans savoir l'identité de celui qui a tiré la balle. Je ne suis pas d'accord avec le communiqué. Ils devaient attendre que les résultats de l'autopsie soient publiés. Ils nous ont dit qu'ils veulent faire l'autopsie ce mercredi. Le père d'Amadou est surpassé par les événements. Il raconte que son fils aîné, âgé de 14 ans, n'était préoccupé que par ses études et son école de foot. Je jure sur le Coran et je le dis au fond du cœur. Si mon fils meurt naturellement, je n'y peux rien. Je rends grâce à Dieu. Avec cette manière, elle nous raconte autre chose. La famille est allée à l'hôpital d'Al Djam ce matin pour les besoins de l'autopsie, mais selon notre source, ils sont obligés de passer d'abord par la gendarmerie avant l'autopsie. Depuis mars 2021, 23 personnes ont trouvé la mort dans ces différentes manifestations. C'est un décompte de l'organisation Amnesty International. Amnesty dénonce un sentiment d'impunité au Sénégal. Habib Faye. Deviennent de plus en plus vives à quelques mois de la présidentielle. 23 personnes ont perdu la vie dans des manifestations depuis mars 2021, selon une enquête d'Amnesty International. Des victimes dont les bourreaux ne sont toujours pas identifiés, selon l'organisation qui dit non à l'impunité. Face à un État qui décide de donner l'impunité au moment de forces de sécurité, le parent, en tant que citoyen, est généralement face à un mur d'impuissance. S'agissant parfois des communiqués du ministère de l'Intérieur pour tenter d'élucider la mort de certaines victimes, Amnesty soupçonne une tentative de protection des forces de l'ordre et de sécurité. A toujours cherché à blanchir la police et la gendarmerie pour les actes de violence contre les manifestants, pour les actes de décès de manifestants. Nous déplorons d'ailleurs les communiqués du ministre de l'Intérieur qui, chaque fois qu'un événement malheureux se produit lors d'une manifestation, s'empresse de faire un communiqué, de blanchir dans ces communiqués les membres des forces de défense et de sécurité. Le dernier cas en date, c'est le cas de Ngor, que la cause du décès de la personne a été établie, que l'auteur, n'est-ce pas, de ce décès, évidemment, serait identifié et serait poursuivi en justice. C'est cela qu'on attend du ministre de l'Intérieur. Cependant, les parents des 23 victimes comptent saisir la Cour de justice de la CEDEAO, mais également les juridictions internationales, selon Seydi Gassama. Nous avons constitué un pool d'avocats qui aujourd'hui travaillent avec les familles pour porter l'affaire, n'est-ce pas, devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et devant la Cour de justice de la CEDEAO, il ne s'agira pas de plainte contre X, il s'agira d'une plainte collective contre l'État du Sénégal. Merci. Et nous n'excluons pas de saisir, évidemment, les instances onusiennes si l'État ne fait aucun. On doit de plus en plus aller vers les juridictions internationales, obtenir que l'État du Sénégal soit condamné le plus grand nombre de fois possible.
Au-delà des morts notées dans les manifestations, des séries d'arrestations sont également déplorées. Une situation qui ne favorise pas un dégonflement de la tension. L'actualité également à Ngor, le conflit est toujours d'actualité. Face à la presse cet après-midi, le collectif Ngor Debout dénonce la présence constante des éléments de la gendarmerie dans le village. Autre revendication soulevée, justice pour Adi Diallo ainsi que la libération des Ngorois arrêtés lors des récentes manifestations. Compte rendu de la conférence de presse de Ngor Debout, Maïmouna Ndiaye. Tous de blanc vêtus, des femmes pour la plupart, le collectif Ngor Debout réclame justice pour Adi Diallo, élève en classe de CM2 tué lors des manifestations du 9 mai 2023. Une pauvre innocente qui rêvait certainement, comme tous ses camarades de classe, de voir le lycée de Ngor construit sur ce terrain pour y poursuivre leurs études moyennes et secondaires. Nous, femmes de Ngor, nous ne pouvons oublier ce mardi 9 mai 2023, où la violence a connu son paroxysme. Nous nous inclinons devant la mémoire de notre regrettée fille et prions que Dieu lui réserve une place de choix dans son paradis céleste. Ces responsables de famille disent plus jamais ça et exigent le départ de la gendarmerie nationale sur le site. Nous voulons que la paix et la stabilité reviennent et perdurent dans notre commune. Mais pour que la paix perdure, nous réclamons la libération de nos détenus, le retrait de la gendarmerie sur le site, car la cohabitation risque d'être difficile au regard de tout ce qui s'est passé dernièrement. Autre vœu formulé, la libération des détenus pour faire revenir le calme dans ce village lébou. Depuis un mois, nous vivons dans le stress, l'inquiétude, l'angoisse de voir nos enfants ne pas aller à l'école, de ne pas pouvoir amener nos malades à l'hôpital, de ne pas pouvoir aller au marché pour nourrir nos familles, parce que assiégés. Nos parents et grands-parents ne peuvent plus faire leur marche quotidienne. La défunte Adi Diallo sera inhumée ce jeudi selon nos informations. En attendant, ces femmes de Ngor chantent cet hymne pour le retour définitif de la paix dans leur commune. Et même autre angoisse, celle des habitants de Keur Massar. Selon ces populations, des personnes mal intentionnées profitent des manifestations pour mener des actes de délinquance, vol à l'arraché, agression physique, magasins défoncés. Tout y passe lors des manifestations récentes. Ce sont plusieurs épaves des bus de Dakar Demdik qui ont été brûlés. C'est un reportage de Abdoulaye Anne et Dissa Prera. Des dizaines et des dizaines de bus totalement calcinés et réduits en cendres. C'est le résultat des manifestations d'avant-hier à Keur Massar. Mais à Keur Massar, il n'y a pas que le dépôt de Dakar Demdik qui a subi la furie des malfaiteurs. Ce sont des jeunes encagoulés qui sont venus saccager et incendier. Moi, je ne comprends pas cette attitude à tout saccager à chaque fois. Du n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi saccager n'est rien. Ce qui s'est passé ici est grave et c'est du jamais vu. On a eu peur pour nous et nos proches. Des personnes encagoulées s'en prennent à d'honnêtes citoyens. On vit l'insécurité totale et ça jusqu'à quand, je me le demande. Mais Sénégal, vous avez les réew musiba, mais man dama tit. Non, guddi gi metti wona pour nelaw ñun ñep dañoo génn suñu kër yi. Xam nga fi saxaar si. Impossible de dormir la nuit entre les lacrymogènes, les malades qui agonisent et même les agresseurs. On n'ose plus sortir. Xalé yi dugg ci koñ yi di agresser. Kenn sañu ta génn sa kër. Vol, agression, brimade, les populations de cette grande banlieue de Dakar racontent leur calvaire, mais aussi crient leur ras-le-bol. En tout cas,
Même les sapeurs-pompiers n'ont pas pu accéder ici à cause des manifestants. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie. Plus d'une cinquantaine de bus entièrement incendiés et des dégâts matériaux encore non estimés. Pire, un jeune homme y a également perdu la vie. Et puis dans l'actualité politique, Yewwi Askan Wi annonce une marche de protestation le 26 mai prochain, une grande mobilisation pour dire non à l'éventuelle candidature du président Macky Sall. Marche initialement prévue le 19, elle a été reportée au 26 prochain. Les raisons évoquées, écoutons là-dessus Déthié Fall avec Yaya Diallo. Sera maintenu pour la bonne et simple raison qu'il n'y a rien que le président Macky Sall a fait jusqu'ici allant dans le sens d'apaiser les populations, allant dans le sens de rassurer les populations. Les coordinations départementales, qu'elles soient d'ici ou de la diaspora, ont appelé pour qu'on décale cette manifestation d'une semaine. Après concertation, nous avons accepté cela, pour faire la manifestation ici à Dakar, dans tous les départements et partout au niveau de la diaspora le 26. Une manifestation durant laquelle nous nous attendons à la mobilisation de millions de Sénégalais pour que ces images fassent le tour du monde, pour que tous les partenaires sachent que le président Macky Sall est aujourd'hui vomi par le peuple sénégalais. Tension artérielle avec précision, contrôlez-la, vivez plus longtemps, c'est le thème de la journée mondiale de l'hypertension artérielle, célébrée ce mercredi. Ce thème met l'accent sur la lutte contre les faibles taux de sensibilisation dans le monde, en particulier dans les zones à revenus faibles à moyens, et sur les métiers, méthodes précises de mesure de la tension artérielle. C'est une déclaration de la Ligue contre l'hypertension artérielle. Et dans le sud du Sénégal, à Sédhiou, la majeure partie des patients sont des hypertendus. Les médecins constatent parfois une complication de la maladie chez certains patients qui, hélas, ont délibérément arrêté le traitement. C'est un reportage de Bakary Konté, Kalidiamé, Aminata Mbaresso. Tension artérielle, une maladie qui gagne du terrain au Sénégal. Selon des spécialistes, un adulte sur 3 est hypertendu. Au service de cardiologie de l'hôpital régional de Sédhiou, l'hypertension artérielle constitue la majorité des consultations. Soit ils sont envoyés par la consultation, ou bien c'est le SAU qui nous envoie les patients. Ce service, ouvert depuis mi-décembre, enregistre des cas, des complications souvent liées à un retard ou un arrêt du traitement. Parce que parfois, c'est des patients qui étaient hypertendus, qui prenaient un traitement et qui ont arrêté leur traitement, ou bien qui sont partis prendre d'autres choses, c'est-à-dire passer par la phytothérapie ou autre, et que là, il y a eu des complications, à savoir une atteinte rénale, ou bien ils ont fait un AVC. Au-delà des causes liées à l'obésité ou à la mauvaise alimentation, l'hypertension artérielle peut être également héréditaire. On a remarqué qu'il y a 50% qui peut être héréditaire, c'est-à-dire si les parents sont hypertendus, que ce soit la mère ou le père, on a 50% d'avoir l'hypertension. Docteur Mariama Dalandeba rappelle quelques bonnes pratiques pour éviter l'hypertension artérielle. Chez nous, on mange trop salé. On s'est rendu compte que c'est surtout ça. Et aussi, il y a d'autres facteurs, à savoir le tabagisme et l'obésité. Et faire de l'exercice physique au moins 30 minutes, 2 fois dans la semaine au minimum. Ce 17 mai est célébrée la journée mondiale de l'hypertension artérielle. Les spécialistes alertent sur les conséquences que peuvent avoir cette maladie. Une hypertension artérielle non traitée peut être source d'une insuffisance rénale, d'une insuffisance cardiaque ou d'un AVC. Reportage Aminata Goudiaby, Bakary Konté et Kalidiamé, nos équipes dans le sud. Merci beaucoup. Mambou Sidi Maktar Kunta, nouveau calife de Niassane, âgé de 92 ans, l'homme incarne l'orthodoxie du soufisme. Son portrait avec Cheikh Anta Diop et Sey Latir.
Au Khalif de Ndiassane, Mambou Sidi Mokhtar Kounta a été officiellement intronisé 8e Khalif de la Khadria Ndiassane. Un homme de Dieu d'une dimension exceptionnelle. Le plus âgé succède. Il s'appelle Bou Kounta dit Bou Majo, du nom un peu de sa mère, qui est connu dans la famille. C'est un grand soufi. Très calme, très soucieux également des questions religieuses. Donc on a espoir, ça recommence. C'est vrai, c'est un monde qui part. Ils sont tous âgés, ils sont évidemment entre 85 ans et 90 ans. Mais on a besoin d'eux encore pour nous soutenir, pour nous mettre sur le droit chemin. À Ndiassane, le nouveau calife est peint sous les traits d'un intellectuel hors pair. Cet ancien fonctionnaire qui a longtemps servi à l'ASECNA a passé la majeure partie de sa vie à Dakar. Il est du Don Ndiassane, dem jangi Boutlimi ba ñew nekkon Dakar nekkoon fonctionnaire doon liggéey ci ASECNA këram ma nga Dakar njaboot yi mu am yëpp nag yàlla dimbali leen ay intellectuel lañu te ñëpp ay xaafisul Quran lañu. Le nouveau calife de Ndiassane, Mambou Sidi Mokhtar Kounta, compte poursuivre l'œuvre de son prédécesseur dans le cadre de la modernisation de la cité Al-Kountiou. Merci Cheranta. La semaine nationale du numérique lancée hier au Grand Théâtre de Dakar. Plusieurs sociétés du numérique exposent à cette occasion. La semaine du numérique, un rendez-vous de l'innovation. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État Macky Sall. Aminata Baresso. Théâtre de Dakar, point de ralliement des structures évoluant dans le numérique. Pour la semaine du numérique, plusieurs entreprises publiques ou privées ont répondu présent. Ici, le programme du ministère de l'Éducation nationale pour le téléenseignement. Quand on développe des applications comme Canal Éducation, quand on a en fait un portail comme Premier.Éducation, on le met également sur tous les supports à travers des objets connectés à la disposition des parents, à la disposition des enfants. Vous voyez, donc ça par contre, il faut évaluer l'utilisation, avoir un retour. À travers ce programme, le numérique va être au cœur des enseignements, mais auparavant, une formation du personnel enseignant, mais également des parents d'élèves est nécessaire. Évidemment, la formation des enseignants et des élèves aux usages numériques. Et qu'il faut trouver les enfants dans leur champ favori, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le numérique devenu un élément central pour le développement économique et social, le secteur des télécommunications n'est pas en reste. Pour Nafissatou Diouf, directrice générale de la télévision numérique, la création d'une médiathèque nationale semble aujourd'hui incontournable. Le service d'une médiathèque nationale. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui le devoir d'archiver les programmes. À ce jour, les chaînes de télévision le font elles-mêmes. Et nous aussi, nous avons l'obligation d'archiver et il faut le rappeler, aujourd'hui la conservation du patrimoine audiovisuel est devenue un enjeu majeur en Afrique. À travers cette médiathèque nationale, l'archivage va être numérisé. Vous avez vu un petit peu l'évolution de l'histoire. Aujourd'hui, quand nous avons besoin de nous remémorer notre histoire, quand nous avons besoin de nous rappeler à nos bonnes valeurs, nous sommes obligés d'aller chercher les archives en Occident. Du 16 au 20 mai, le Grand Théâtre va abriter la semaine du numérique, une occasion pour les startups, mais également les entreprises évoluant dans le numérique de mieux faire connaître leur travail, mais également à toute personne qui s'intéresse au numérique. Merci Aminata. Le reportage du jour nous mène à Joal Fadiout. Vous le savez, l'île au coquillage a intronisé le 24e Sakour, le roi de la mer. C'est une vieille tradition séculaire. Le roi préside aux cérémonies religieuses et assure les charges de prêtres sérères dans plusieurs villages observant ce rituel. Joal, l'île chère au président poète, n'est pas en reste. Reportage Ndeye Mati Dieng et Mamadou Gueye. Ces chants intronisent le roi de la mer. La cérémonie se déroule à Joal Fadiout où les initiateurs rappellent le rôle du roi qui est de protéger la mer. C'est une coutume qu'on a trouvée dans l'île. Bon, ce n'est pas donné à toutes les familles. Bon, au niveau de Fadiout,
Je ne sais pas si c'est la même chose au niveau des autres îles, mais au niveau des Fadjout, il n'y a deux lignes tout simplement qui sont abritées à pouvoir quand même introniser un roi, c'est-à-dire le chef de la mer. Pour être roi de l'océan, il faut remplir quelques conditions, dont la principale est d'être natif de Joal. Le roi de la mer aussi ne veut pas dire le plus connaisseur de l'île. Non. Il peut être un petit comme il peut être un sage. N'est-ce pas? Alors c'est toute la population, n'est-ce pas, qui reste tout autour de lui et qui travaille en étroite collaboration. Le maire de la commune veut que cette tradition fasse partie du patrimoine immatériel du Sénégal. Parce que peut-être les gens n'avaient pas compris l'importance de ce sacre. Mais là, avec les images, avec tout ce qu'on a vu, et s'il plaît à Dieu, si on voit cet regain de revue dans nos ressources halieutiques, je pense qu'il ne fera qu'accepter et je ne doute pas qu'il acceptera vraiment qu'on lui fasse un statut particulier. Le sacre du roi de la mer est non seulement une tradition très importante pour ces populations, mais aussi un moment de communion pour faire revivre la culture. Magnifique, Ndeye Mati, merci beaucoup. Parlons à présent du 7e art avec l'histoire du célèbre festival de Cannes. Il s'agit de ce rendez-vous mondial de cinéma se déroulant chaque année dans le sud de la France durant 12 jours. Le festival est à l'origine créé pour récompenser le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur acteur et la meilleure actrice également. Reportage de nos envoyés spéciaux en France, Ibou Diouf et Tierno Laurent Mendy. Le festival de Cannes est l'événement le plus médiatisé au monde derrière les Jeux Olympiques. Mais pour quelle raison cette petite ville de la Côte d'Azur a été choisie pour abriter un événement de cette envergure? Pour comprendre cette ville un peu particulière, il faut remonter à la première moitié du 19e siècle, quand une épidémie de choléra força le chancelier anglais Lord Henry Burgman à rebrousser chemin. Alors qu'il se rendait en Italie, il s'arrête à Cannes et tombe amoureux de ce qui est alors qu'un simple village de pêcheurs. Cannes est une destination balnéaire prisée. La ville est assez riche pour peser dans la balance face à Biarritz et être choisie pour accueillir le nouveau festival international de cinéma créé sous l'impulsion du ministre des Beaux-Arts, Jean Diaye, en réaction à la Mostra de Venise, dont la programmation est alors clairement tentée par l'axe fasciste Rome-Berlin. Le festival a eu lieu en 1946, d'abord dans le casino municipal, puis dans le palais des festivals. C'était d'abord la compétition officielle dans laquelle une vingtaine de films étaient sélectionnés et présentés par le délégué général. Lors de cet événement, le palais des festivals fait partie des grandes attractions avec ses 24 marches. Elles sont empruntées lors des séances du soir dans l'auditorium Louis Lumière par les vedettes venues présenter leurs films. Les tenues correctes sont exigées, robes et pantalons pour les filles, costard cravate pour les garçons. L'auditorium et Lumière est la salle la plus prestigieuse du palais, avec 2309 fauteuils et dispose d'un écran de 8 mètres sur 19, une véritable petite ville dans la ville de Cannes. La promenade sur le boulevard de la Croisette, la plus connue de Cannes, s'étend sur 3 km. Le monde du cinéma croise les artistes et les visiteurs. Mais c'est sur ce boulevard que se dresse une bonne partie des hôtels 5 étoiles de la ville, avec un total de 5500 chambres, soit près de 70% de l'hébergement pendant le festival, sans oublier les 500 restaurants et cafés de la ville. Une ambiance glamour qui règne dans Cannes. Il serait plus de 90 000 visiteurs pour un budget de 20 millions. L'événement rapporte plus de 90 millions d'euros à Cannes et en 31 communes aux alentours. À l'échelle nationale, la ville de Cannes estime que les retombées économiques liées au festival atteignent plus de 195 millions d'euros. Merci Ibou, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info revient demain et toutes nos excuses pour Soir d'Info. La suite, nous devrions recevoir le professeur Sambatiam, président de l'ONDH, mais ce n'est que partie remise. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.